Avod. Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir tout le monde. On se retrouve avec Midreshet Yehuda Manitou et c'est le troisième volet avec Eliezer qui va donc nous parler du peuplement de la Judée-Samarie ce soir. Il a décidé de parler de Menachem Begin, le sixième premier ministre de l'État d'Israël. Pendant 6 ans, il a été premier ministre de 1977 à 1983 et il a influencé la Judée-Samarie. C'est le programme de cette soirée. Erev Tov Eliezer et bonsoir à tous. Erev Tov. Erev Tov les amis, comment allez-vous? Ça fait toujours plaisir de vous voir. Je répète qu'en fait, on parle du peuplement de la Judée-Samarie, pas seulement en tant que tel, mais dans le contexte de l'identité juive de l'État d'Israël, et j'essaie de soutenir une thèse, et aujourd'hui, j'espère que ça va aussi être ressenti, que en fait, l'ampleur de l'identité juive d'Israël va de pair avec l'envergure de et l'intensité de notre emprise sur les territoires libérés en 67, où ce qu'il en reste, Judée, Samarie, hauteur du Golan. Aujourd'hui, on va parler de la montée au pouvoir de Menachem Begin et de ses relations avec Gush Emunim, de sa contribution, pas forcément de sa contribution au peuplement de ces terres, de ces espaces libérés en 67. Et je voudrais commencer par citer deux personnes. Qui s'exprimaient suite à la montée au pouvoir, ou juste un peu avant la montée au pouvoir de Menachem Begin, pour essayer de fixer un peu les deux pôles ont été perçus, au travers lesquels était perçu le leader du Likoud. La première personne, eh bien, c'est le Rav Moshe Levinger, l'un des deux grands leaders de Gush Emunim. On se rappelle Mitnachalei, les colons de Hebron. On se rappelle de Sébastien, on a déjà parlé. Eh bien, lui, à peine quelques heures après la montée au pouvoir de Menachem Begin, et après sa visite, on va voir la visite de Menachem Begin en Samarie, on va voir où il va monter à Nogdim, pas à Nogdim, à Gdumim. Eh bien, le Rav Levinger, il va s'exprimer de la manière suivante. Je propose de donner au gouvernement le portefeuille de la Hityashvut, du peuplement de la Judée-Samarie. Nous, à Gush Emunim, on a fait ce qu'on devait faire. Maintenant, on travaille avec le gouvernement. C'est-à-dire, on peut complètement faire confiance au gouvernement du Likoud, et on va voir pourquoi. Deuxième réaction d'une personne qui est un des enfants de ce qu'on appelle de Kfar Etzion, évacué à Kfar Etzion en janvier 48, sauvé, échappé de Kfar Etzion. Son père est mort à Kfar Etzion, c'est un historien aussi. Il a fait beaucoup de choses. Yochanan ben Yaakov, qui, s'adressant à Hanan Porat, dont on a déjà beaucoup parlé, lui dit: souviens-toi de ce que je vais te dire. Begin sera l'homme qui fera tomber plus de Yeshuvim que tu as de doigts et d'orteils à tes mains et à tes pieds. Alors, pourquoi il a dit ça? Peut-être parce qu'il avait des sympathies plus travaillistes,
peut-être parce qu'il voyait venir quelque chose que les autres personnes moins expérimentées de Gush Emunim ne voyaient pas venir. En tous les cas, il prévoyait un retrait, un repli qui viendrait de pair naturellement avec la destruction de Yeshuvim entiers. Maintenant, qui a eu raison? Eh bien, comme toujours, qui a eu raison? Les deux ont eu raison. Le Rav Levinger a eu raison et le Rav Yochanan Ben Yaakov lui aussi a eu raison et cela, on va le voir. Bon, et qui était? Comment expliquer? On se rappelle que Igal Alon a dit aux gens de Gush Emunim qu'on ne pourra, il l'a dit amicalement, mais très sincèrement aussi. Il a dit le parti travailliste ne pourra jamais vous pardonner votre soutien et le fait que vous nous avez fait perdre le pouvoir. Certes, le pouvoir, il n'a pas été perdu par les travaillistes uniquement à cause de Gush Emunim, mais ils ont une certaine part d'action au changement de pouvoir, ce qu'on appelle en hébreu au Ma'apar, à la prise du pouvoir par le parti Likoud, et c'est-à-dire après 29 ans, si on compte à partir de 48, et si on compte à partir de 35, à peu près plus de 42 ans de pouvoir travailliste ininterrompu dans le Yishuv et ensuite dans l'État juif. Pourquoi une telle proximité? Pourquoi est-ce que Gush Emunim était perçu, et à juste titre, comme plus proche du parti du Likoud, de la droite, de son leader légendaire, Menachem Begin? Eh bien, naturellement, ça tenait aux déclarations, tout d'abord, de Menachem Begin, qu'on ne se retirera afshal, pas d'un centimètre, pas d'une coudée, d'un pas des territoires libérés. Ces territoires, ce ne sont pas quelque chose qui va garantir notre sécurité, c'est quelque chose c'est avant tout des terres ancestrales, des terres qui ont été promises par le Dieu de nos pères. C'est quelqu'un, Menachem Begin, qui parlait en langage religieux. Yohan a dit que c'était le 6e premier ministre d'Israël. C'était le seul premier ministre qui était Shomer Shabbat. C'était le premier ministre pratiquement à se rendre au Kotel. Bon, jusqu'à 67, il ne pouvait pas trop, mais après 67, à se rendre au Kotel et avec la kippa et prier au Kotel. Vous savez qu'avant on lui a posé la question, avant d'entrer dans le bureau du Premier ministre, eh bien, on lui a posé, un journaliste lui a posé la question, mais Menachem Begin, qu'est-ce que vous ressentez en ce moment solennel? Et Menachem Begin a dit beaucoup de choses, beaucoup de responsabilités, beaucoup d'humilité, beaucoup de ci, beaucoup de ça. Mais le point final de sa réponse, c'était « Je me sens comme le Chazan pendant les Yamim Anoraim, les grands jours, pendant Rosh Hashanah ou pendant Yom Kippour. » Et là, de réciter la prière du Chazan, Ineni Animimas, me voilà pauvre en action. Et c'est ainsi que parlait Menachem Begin. Il se gênait jamais, pas seulement d'employer le nom de Akadosh Baruch Hu, de le citer, mais de faire de la promesse divine un argument central, premier, à nos droits, à l'État d'Israël,
à nos droits, aux frontières d'Israël. C'était quelqu'un pour qui le kavod, l'honneur national, était une condition, était un pilier essentiel à notre existence nationale. Anticipant un peu ce dont je vais parler, il va, par exemple, lorsqu'il était à Washington, durant les négociations de Camp David, eh bien, le conseiller polonais de Carter, s'appelait Brzezinski, eh bien, il lui a soumis le brouillon de ce à quoi s'obligeaient les États-Unis vis-à-vis d'Israël. Et puis, une des choses qu'il disait là-bas, eh bien, c'est que il disait là-bas deux choses. Il disait plusieurs choses. Naturellement, il y avait énormément de clauses. Et puis, Begin, il dit, je suis d'accord sur tout. Naturellement, ça faisait suite à beaucoup de négociations. Je suis d'accord sur tout, sauf sur deux points. Quel point? Je vous prie d'effacer la clause où vous vous portez garant de notre sécurité, où les États-Unis se portent garant de notre sécurité. Deuxième clause, je vous prie d'effacer la clause où vous reconnaissez absolument le droit à l'existence d'un État juif. Alors Brzezinski, il est un peu sidéré, il dit mais pourquoi? Mais ce sont des clauses en votre faveur quand même. Et Begin de lui dire non, 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 non. Nous n'avons pas besoin de votre accord pour savoir que nous pouvons exister. Cet accord a été déjà donné il y a 4000 ans par le Dieu de nos pères. Deuxième chose, nous n'avons pas besoin de vos garanties pour notre sécurité et notre existence. C'est nous, les Juifs, qui allons assurer notre propre existence. Menachem Begin, il était aussi très clair, très univoque au sujet de notre droit sur la Judée-Samarie. Certainement, lorsqu'on est venu lui citer la Convention de Genève, il a dit, mais cher monsieur, la Convention de Genève n'a aucune force, aucune prise sur la Judée-Samarie. Ce sont des territoires qui ont été promis par la Société des Nations, et ensuite de citer la date exacte de juillet 1922, qui a été promise au peuple juif. Contrairement à Yigal Allon, qui dans son plan dont on a parlé en 67, il parlait de l'annexion d'une grande partie de la Judée-Samarie dans le cadre d'un futur accord. Begin n'y parlait pas d'annexion, il disait mais ça veut dire annexion. Sipoir. Comment pouvez-vous annexer quelque chose qui est à vous? Quelque chose qui, a priori, vous appartient. Donc, vous comprenez? C'est-à-dire, lorsqu'on entend parler Menachem Begin, eh bien, c'est très proche. Il parle un langage qui est très proche de Gush Emunim. Et pas seulement de Gush Emunim. Il parle un langage très idéaliste, beaucoup plus moral et éthique que ce qu'on appelle utilitaire, qu'instrumental. Ils ne veulent pas s'établir en Judée-Samarie parce que on ne peut pas rester dans des frontières qui font, je ne sais pas, 9 miles, 9 000, 15 km, 14 km
Netanya et Kalkilia. Non, ce n'est pas ces arguments. Il parle dans des arguments de foi, dans des arguments qui tirent leur source de là où les arguments de Gush Emunim tirent leur source aussi, à la même mesure. C'est là on voit aussi que pour lui, le droit sur la Judée-Samarie, et là je reviens sur l'introduction, notre droit, le droit d'Israël, du peuple juif sur la Judée-Samarie, c'est fonction de l'identité juive du peuple d'Israël. Vous ne pouvez pas revendiquer la Judée-Samarie si vous n'assumez pas votre identité juive. Si vous ne parlez pas comme un juif, si vous ne vous conduisez pas comme un juif, si vous faites pas, si vous n'utilisez pas des arguments bibliques, historiques, juifs, pour exercer votre pouvoir et peupler la Judée-Samarie. Ces deux choses vont de pair, vous comprenez? Et ça va dans les deux sens. Il comprend ça va dans les deux sens. On va pas en parler aujourd'hui, oui, mais par exemple, vous devez voir juste, par exemple, son discours qu'il porte pour interdire les vols de Elal le Shabbat. C'est invraisemblable. Vous le citez, mais il n'y a pas un rabbin qui parle comme ça. Il y a peu de rabbins qui parlent comme ça. Vous ne comprenez pas, il dit, mais le Shabbat, c'est ce qui fait de nous un peuple. Comment est-ce qu'on peut enfreindre le valeur Befaresia en public lorsqu'on fait voler notre Magen David bleu et blanc dans les cieux du monde? Et là, comment est-ce qu'on peut... Et il tient bon. Et vous savez, les syndicats de Elal, à l'époque, ils étaient déjà très, très puissants. Ils menaçaient à droite et à gauche les Chavrei Knesset, et si vous supportez Menachem Begin, on va vous faire rendre la vie un enfer, etc. Non. Menachem Begin, pour lui, le Shabbat, c'était quelque chose de très, très important. Pas seulement le Shabbat, mais là, c'est-à-dire pourquoi est-ce que je dis ça? Il dit pour lui, ces deux choses, ça allait de pair. Identité et espace de nos frontières et notre présence et notre pouvoir sur Judée-Samarie, c'est quelque chose qui allait de pair. Donc, jusque-là, c'est pour comment dire, justifier la position du Rav Moshe Levinger. Zecher Tzadik Livracha. Et là, je propose de vous montrer des images de télévision sur la visite, la visite de Menachem Begin, à peine quelques jours après sa victoire en mai 77. Regarde. Ouf. Non. Tenli, Yofi. Là, vous voyez l'image? Oui, on voit le début du film. Le début du film. Alors, avant de le lancer, je veux juste faire que vous puissiez entendre. Ça va, vous entendez? בואי נסתלם, כולנו יחד. תסתכלי בטלוויזיה. אולי אתם אוהבים את הסרט. אם קיבלו תעודות, כמעט הכל טוב מאוד. אורית יש לה הכל טוב מאוד, הילד קיבלה תעודה מצטיינת, ברוך השם. וזו עוברת לבית הספר. שנה זו, היא כבר תלך לבית הספר. Voilà. 3 ימים אחרי הבחירות, ראש הממשלה הטרי עשה דרכו אל השומרון, כדי לחגוג עם חברים. עמדנו על התלולית של חפירה ארכיאולוגית שבוצעה שם
אני זוכר את זה כהיום הזה, את ההתלהבות שהוא נסח בקהל, והוא הבטיח שם הרבה אלוני מורה. אני מבקש לומר לכם שבעתיד, בעוד מספר שבועות או חודשים, או בעתיד הקרוב, יהיו אילוני מורה. האמנת? לא רק שהאמנתי, הרב לוינגר אמר שהוא מוסר את תיק ההתיישבות של גוש אמונים למנחם בגין. עד כאן הכל צפוי. בגין פועל בתוך הדימוי שהתקבע אצל אוהדיו ויריביו. איש ארץ ישראל השלמה, מחרחר מלחמה, נץ עיקש. ואז, ימים ספורים אחרי הביקור בשטחים, בגין מפתיע... Avant de continuer, bon, vous avez reconnu, j'imagine, les personnages, à part Menachem Begin, le Rav Shlomo Carlebach, qui était là-bas, là qu'on dit Eloné Moré, c'était pas Eloné Moré, c'était le noyau Eloné Moré qui effectivement voulait s'établir là-bas, mais qui est devenu le noyau de Kadoum, qui est devenu ensuite Gdoumim, le Yishuv de Gdoumim. Mais donc, ce qu'on voit, c'est effectivement, il parle là-bas, sa fameuse citation, il y aura encore beaucoup de Elonei Moré. Il y aura beaucoup de Yishuvim en Binyamin, en Samarie, en Judée. Mais en parallèle, et là, je passe à l'autre phase, à l'autre phase de sa politique et de l'idéologie de Menachem Begin, et on voit que dans son gouvernement, la personne avec un seul œil qui vient, eh bien, qui vient entrer en tant que ministre des Affaires étrangères, ça va être Moshe Dayan, du parti, à l'origine du parti travailliste, ensuite il était avec Rafi, avec David Ben Gurion, mais un homme qui n'est pas un likoudnik. Et bon, voyons peut-être encore une minute et ensuite je vais reprendre la parole. בהתחייבות סותרת. בפגישה עם מר בגין דובר בשיתוף פעולה פוליטי אפשרי בינך לבינו. השיחה ביני לבין מר בגין הייתה שיחה אישית בנושאים ציבוריים, אבל זו הייתה שיחה אישית. בשיחה האישית סוכם. משה דיין, המפאיניק לשעבר, מהאחראים העיקריים למחדל מלחמת יום הכיפורים, יהיה שר החוץ בממשלתו של בגין. נפגשו וסיכמו שאומנם יש לממשלת ישראל סמכות להכיל את הריבונות הישראלית, אבל היא לא תעשה זאת בעוד מתנהלים מגעים לשלום. צריך לשים לב, לא משא ומתן לשלום, מגעים לשלום. הדרך סומנה. בגין גם רוצה שלום וגם מתעקש על שלמות המולדת. חזון מורכב שגיבש בשנותיו הארוכות באופוזיציה. וואלה. On revient. Donc, ce qu'on a vu, la deuxième partie, c'est que dans la même mesure où Menachem Begin voulait appliquer la souveraineté juive en Judée-Samarie, bon, les journalistes, là, la télévision israélienne qui parle de Sipour, lui, d'annexion, lui n'a jamais parlé d'annexion, mais il la met en suspens. Il met cette extension en suspens le temps que des pourparlers, négociations sont menées avec les pays arabes. Ça va être et effectivement très très vite, les contacts démarrent. Il contacte l'ambassadeur roumain et il se fait inviter chez Ceausescu en Roumanie. À Ceausescu, il dit que, écoute, parle à Anwar el-Sadat, dis-lui
que je serais prêt à le voir négocier avec lui. Il fait passer le même message au Shah d'Iran. Moshe Dayan, lui aussi, mène des négociations, nous des contacts au Maroc, etc., etc. Ce qui fait que très, très vite, parallèlement, se développe quelque chose qui ne s'est jusque-là jamais produit en Israël, à savoir des négociations très, très sérieuses avec l'ennemi numéro un. L'Égypte était véritablement le grand ennemi qui menait toute l'opposition, toutes les hostilités arabes contre l'État juif jusqu'à ce jour, dès les premiers jours, du premier jour de l'existence de l'État et jusqu'à la guerre de Kippour, l'Égypte était le grand, etc. Eh bien, le grand ennemi, et Menachem Begin commence à la neutraliser. Naturellement, ça a il y aura un prix à payer. Ce prix, on commence à le connaître encore avant les premiers contacts avec Anwar el-Sadat. Et la visite de Anwar el-Sadat en novembre 77. Oui, remarquez que la visite de Sadat, eh bien, elle se fait moins d'une demi-année après la victoire de Menachem Begin et moins de 4 mois après l'intronisation de son gouvernement en juin 77. C'est-à-dire, tout va très vite. Tout va très vite. En parallèle, il y a des négociations, naturellement, avec Gush Emunim. Gush Emunim, immédiatement après la victoire, quelques jours, il vient avec un plan. Il propose un plan à Menachem Begin qui s'appelle le plan des 12 nekudot, des 12 points, comme il y avait à l'époque les 12 nekudot Banegev, le lendemain de Yom Kippour 46, eh bien, là, il propose les 12 points en Judée-Samarie, à Yericho, à Shiloh, à Beitel, à ce qui va devenir Ariel, beaucoup d'autres endroits, à Neve Tzouf, Halamish, etc. 12 points. Alors, Begin, bien sûr qu'il est pour, mais il hésite, il tergiverse. Il dit, bien sûr, je vais supporter ça. Et ensuite, prochaine rencontre, il leur dit, non, écoutez, c'est plus difficile. Je propose de faire la chose suivante, que vous preniez l'initiative, et ensuite, moi, je dirais, oh, nitzruni banai, mes enfants m'ont vaincu, mes enfants m'ont vaincu. Comment est-ce que moi, un likoudnik, une personne de Eretz Israël Hashlema, comment est-ce que quelqu'un pourrait attendre de ma part que j'envoie les soldats pour évacuer les Juifs de leurs terres ancestrales, etc. Mais encore quelques mois, quelques temps passent, et puis Menachem Begin leur dit Atzor, ne bougez pas. Pourquoi? Parce qu'il a été aux États-Unis. Il a été aux États-Unis et il a vu Carter. Ce baptiste chrétien qui se voit comme un semi-messie qui veut apporter la paix au monde, mais d'une manière très, très qui ignore beaucoup de la réalité et certainement beaucoup des droits du peuple juif. Et Begin vient le voir et il lui demande Monsieur le Président, mais dites-moi, combien est-ce qu'il y a de Beitel aux États-Unis? Combien il y a de villes qui s'appellent Hebron ou d'autres qui s'appellent Shiloh? Et Carter lui dit beaucoup. Et Begin de lui répondre, oui, vous en avez 12 qui s'appellent comme ça, 18 qui s'appellent comme ça, enfin je ne me rappelle plus exactement.
Il m'a dit, mais imaginez-vous que ces villes sont ouvertes à tous, sauf aux Juifs. Que diriez-vous de ça? Même plus que ça, imaginez-vous qu'il y a en Israël, sur leur terre ancestrale, le Shiloh d'origine ancestrale, le Beit-El d'origine ancestrale, qui soit interdite aux Juifs. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? Il faut savoir que ce dialogue, eh bien, il l'a préparé. Il l'a préparé avec nul autre que Hanan Porat, quand Hanan Porat est venu le voir. Et pour se justifier, eh bien, Menachem Begin lui a dit, c'est comme ça que je vais parler à Carter. C'est ça que je voulais dire. Il ne pourra pas me dire non. Eh bien, il lui a dit non. Carter lui a dit non, il dit, vous avez raison, certainement, mais si c'est quelque chose qui va empêcher la paix d'aboutir, eh bien, on peut empêcher les Juifs de vivre à Shiloh et à Bethel. Plus que ça, je vous demande de geler la construction de nouvelles, comme il dit, colonies de peuplement, de nouveaux yishuvim, pour une durée de 3 mois. Il faut savoir que ce paradigme, Likoud, États-Unis, gel de la construction en Judée-Samarie, ce n'est pas quelque chose qui est né seulement avec Barack Obama. On voit, c'était déjà avec Jimmy Carter, et pas seulement Jimmy Carter, avec Bush le père, avec beaucoup d'autres présidents, avec Clinton, beaucoup d'autres présidents américains. Mais cela dit, Begin ressent qu'il a les mains quelque peu liées, il ne peut pas faire tout ce qu'il veut. Autre chose qui est citée très souvent par les gens de Moetzet Yesha, de la Hityashvut, un peu peut-être pour dénigrer Menachem Begin, il y a toujours une histoire très célèbre qui dit que de retour des États-Unis, eh bien, quand Hanan Porat est venu le voir, je crois que c'était après les accords de Camp David, il est venu le voir très inquiet. Eh bien, Menachem Begin lui a jeté à ses pieds tous les journaux, les grands journaux américains, New York Times, Washington Post, etc., en lui disant, écoute, regarde comment il me présente, comme un ex-terroriste, comme quelqu'un qui va mener la guerre. Je vais leur donner la preuve que c'est moi qui va amener la paix. Et moi, il voulait amener la paix. Est-ce que pour autant, il voulait le faire uniquement pour prouver aux journalistes de gauche et à ceux qui le dénigraient, etc., et le présentaient comme un militariste, de leur donner tort? Je pense pas. Mais vous pouvez le lire aussi beaucoup dans des livres qui parlent de la Judée-Samarie comme un des arguments qui guidait Menachem Begin. Cela dit, il y a soif de paix, il y a la visite de Sadat en novembre 1977 à Jérusalem, il y a pression américaine, il y a, pour finir, les 13 jours passés à Camp David en été 1978, où, pour finir, ils arrivent aux accords. Maintenant, quels accords? Ce n'est pas seulement des accords qui parlent du Sinaï, qui parlent de l'accord bilatéraux entre Israël et l'Égypte, mais
comme l'a dit Anwar el-Sadat dans son discours qu'il a prononcé à la Knesset, et qu'il faut lire parce que c'était loin d'être un discours amical. C'était un discours, je ne sais pas comment on l'a supporté, mais véritablement guerrier. Je ne suis pas venu conclure ici une paix séparée. Je ne suis pas venu vous demander le retrait des territoires occupés, des territoires arabes occupés. C'est la condition préalable sine qua non au fait qu'on commence à nous pourparler. Mais plus que ça, je suis venu parler d'une solution au problème palestinien. Nous n'atteignerons aucun accord si le problème palestinien ne sera pas traité au même titre que le problème du Sinaï, etc., etc. Et c'est pour ça que pour la fin, au bout des accords, eh bien, il y avait dans les accords entre Begin et Sadat, il y avait deux parties. Il y avait deux parties, une partie qui traitait du Sinaï, une autre partie qui traitait de Judée-Samarie. La première partie était suffisamment catastrophique en soi du point de vue des localités juives. Pourquoi? Parce qu'on devait quitter jusqu'au dernier grain de sable. Je crois que c'est ainsi que s'exprimait Sadat, de la péninsule du Sinaï, avec la destruction de toutes les localités de Yamit et autour de Yamit, de Ophira, et cela, ça devait être réalisé en 3 ans. C'est-à-dire que si l'accord a été ratifié en 79, eh bien en 82, le dernier juif devait quitter le Sinaï. Ça, c'était le premier volet des accords, mais il y avait un second volet qui parlait de Judée-Samarie. Et qu'est-ce qu'il disait de Judée-Samarie? Eh bien, il disait la chose suivante, qu'il y aurait là-bas une autonomie pour la population arabe de Judée-Samarie pour une durée de 5 ans, avant de passer aux négociations quant au statut final de la Judée-Samarie. Alors, vous lisez les articles et les discours de Menachem Begin et vous voyez une perspective. Il dit, Haverim, c'est ainsi que j'ai sauvé la présence juive en Judée-Samarie. C'est ainsi que j'ai évité de céder ne serait-ce qu'1 mètre de ces terres, Judée-Samarie et Gaza. Judée-Samarie et Gaza aussi. Maintenant, vous regardez de la perspective de ceux qui ne sont pas d'accord avec cette position, eh bien, ils disent non, au contraire. C'était le premier pas qui a ensuite donné légitimité à la reconnaissance des droits des Arabes, des droits du peuple palestinien à Oslo, etc., etc., etc. Mais en tous les cas, on voit qu'il n'était plus question de la souveraineté juive à Judée, Samarie, Gaza. À Golan, certes, en 1981, Menachem Begin a fait passer la loi sur l'extension de la législation israélienne sur le Ramat Golan, ce qui revient à dire en gros l'extension de la souveraineté juive, ce qui a été reconnu il y a quelque temps par l'administration, l'ex-administration américaine presque, l'administration de Trump. Mais Judée-Samarie, tout a été gelé.
tout, c'est-à-dire toute la souveraineté juive, l'idée de souveraineté juive qui était l'idée phare de Menachem Begin, eh bien, ça a été gelé. Il y a eu une sorte de moratorium sur Yesh, Yehuda, Shomron et Gaza pendant les négociations, pendant les 5 ans d'autonomie. Et là, toute cette deuxième partie de ce que j'ai dit, eh bien, on voit que ça donne plus que raison à Yochanan ben Yaakov. Les Yishuvim entiers ont été détruits au Sinaï et en Judée-Samarie, on s'est lié les mains et les pieds. En gros, on s'est lié les mains et les pieds. C'est pour ça que après cela, après ces accords, les relations entre Menachem Begin et Gush Emunim ne vont plus être caractérisées par, vous savez, des relents de lune de miel. Et au contraire, ils vont être hostiles, à certains moments même plus hostiles que les rapports qui caractérisaient Gush Emunim et Rabin et Peres. Non, avec Peres, Shimon Peres, c'était des rapports très amicaux, ou encore Golda Meir, etc. Et Menachem Begin, à un certain moment, il va me dire, mais qui sont ces messies qui sont tombés sur nous, plein de complexes et hautains, qui nous regardent avec beaucoup de condescendance. Il y a des personnes qui mentent, même si elles sont pratiquantes et religieuses. Ils ne vont pas me dissuader. Lo eratamiem. Même s'ils vont m'appeler traître ou destructeur d'Israël. Je vous le lis en hébreu. Meshichim kamulanu. מוכי תסביך ומתנסים, יש אנשי כזב, גם אם הם דתיים מאוד, לא הרתע מהם, גם אם יקראו לי בוגד או עוכר ישראל, אנו נבחרנו לנהל את המדינה, ולא גוש אמונים, c'est nous qui avons été élus pour diriger le pays, pas גוש אמונים. Comprenez? Donc là, il y a quelque chose de pas très simple. De pas très simple. Maintenant, OK. Revenons au point de départ. Vous vous rappelez des 12 points? Des 12 points qui ont été soumis par de la carte qui a été soumise par Gush Emunim, par Hanan Porat, c'était lui l'officier de liaison avec Menachem Begin. Et qui a été d'abord très soutenu par Menachem Begin et ensuite il s'est un peu refroidi. Eh bien, d'après vous, combien de ces yeshuvim ont été établis pour finir dans ces mêmes années, 78, 79, sur 12, combien? Taguido, écrivez, vous pouvez l'écrire. 1, 2, 3, 10, 12. Lequel des deux Begin a pris le dessus? 12. Vous n'êtes pas loin de la vérité. 9. 9 sur 12. Et le premier de l'époque de Begin, eh bien, c'était Shiloh. C'était Shiloh. D'ailleurs, c'est mamash ces jours-là, c'était le 8 janvier, le Zayin Shvat 1978. Et ça a été fondé, naturellement, pas de manière très explicite, très ostentatoire, non, mais sous couvert de fouilles archéologiques. De fouilles archéologiques. Ensuite, bon, il y aura Ariel, il y aura Chalamish, Nevetzouf, etc., etc. Il y aura Bethel.
c'est-à-dire qu'on voit que parallèlement, effectivement, Begin, malgré ses rixes avec Gush Emunim, essaye d'avancer sur les deux fronts. Il établit ses yishuvim, pas pour des besoins de sécurité, mais parce que c'est des yishuvim bibliques sur nos terres ancestrales. Pour preuve, ils sont tous presque établis à Binyamin et en Samarie, sur ces mêmes terres qui, par Yigal Allon, étaient exclues de son plan, étaient destinées à faire partie d'un État arabe en confédération avec ou sans confédération avec, peu importe. Mais c'est là-bas qu'il établit. C'est-à-dire qu'on voit que Begin, c'est véritablement quel est le type de ce truc, un temps pour démolir et un temps pour bâtir. Et tout simplement, il a d'énormes considérations à prendre en compte, les relations internationales, les négociations de paix, les pressions à droite, à gauche, l'aspect juridique aussi. Vous savez, parce que et là, c'est un point très important, c'est un point très très important, parce que on l'a vu, le Parti travailliste a établi plus de 70 localités, 76 localités en Judée, au Sinaï, au Golan, de Bikat Yarden, vallée du Jourdain. Mais il a fait tout ça sous couvert de besoins stratégiques. Et il faisait passer là-bas les bases militaires de Tzahal. Et puis, il nationalisait, il expropriait des territoires pour des raisons militaires, pour des raisons de sécurité. Maintenant, c'est des raisons qui sont justifiées par la Convention de Genève. La Convention de Genève, droit international, est dit que eh bien, un État qui, même si on admet que dans la terminologie de la Convention de Genève, l'État qui occupe, ça on ne l'a jamais reconnu, mais en admettant qu'un État vient dans des territoires qu'il conquiert, eh bien, il peut exproprier des territoires à condition que ce soit pour des raisons militaires. Donc, tant qu'on exproprie des terres pour des raisons militaires, qui est-ce qui ne fait pas ingérence dans nos affaires et dans la construction de ces localités sur des terres qui ont été prises pour des raisons de défense et de militaire? Juste une seconde. Donc, vous pouvez librement le faire. Vous comprenez, ce n'est pas seulement des instances internationales qui ne viennent pas vous déranger, mais c'est aussi la haute cour de justice. C'est aussi la haute cour de justice qui ne se mêle pas de ce qui se passe. Pourquoi? Parce qu'on lui a dit slicha. Tzorach tzvaï, tzorach bitroni. Besoin d'ordre militaire. Et c'est pour ça que toutes ces localités établies par le Parti travailliste n'avaient aucun problème au niveau judiciaire. Maintenant, quand arrive Menachem Begin, qu'est-ce qui se passe? Lui, il dit non, pour moi, la raison, ce n'est plus les raisons stratégiques militaires, mais ce sont des raisons historiques de notre bon droit. Ce sont plus ce sont des raisons historiques. Ah, si c'est des raisons historiques, si c'est des raisons bibliques, religieuses, si c'est des raisons nationales, alors elles sont plus couvertes par les conventions de Genève, par le droit international. Alors il faut que ça passe par la haute cour de justice, par le système juridique. Il faut qu'on voit à qui exactement appartiennent ces terres, à qui elles n'appartiennent pas. Est-ce que c'est des terres privées? Est-ce que c'est ci? Est-ce que c'est ça? Donc, d'un côté, il a raison. D'un côté, c'est très bien.
Et c'est aussi que Gush Emunim voit cette histoire. C'est ainsi que Menachem Begin voit toute l'histoire de notre peuplement de Eretz Israël. Mais au niveau international, ça nous met dans une position plus délicate. Et quand est-ce que arrive le point, on pourrait dire un point tournant, c'est sur les terres de ce qu'on appelle d'un village arabe qui s'appelle Roujaib. Roujaib, c'est à 2 pas, c'est à peine quelques kilomètres de Itamar. Aujourd'hui, je crois que ça fait partie de Shrem. En tout cas, c'est très proche de Shrem. Et puis, notre bien-aimé général, commandant des forces du Pikoud Merkaz, du commandement du centre, Fouad Binyamin Ben Eliezer, lui aussi futur ministre de la Défense du Parti travailliste, lui, il confisque des centaines de dunams qui appartiennent à des gens de Roujaib pour les donner à qui? Aux Juifs, aux familles juives qui veulent fonder la ville de Elon Moreh. Mais des Arabes amènent cette affaire devant la haute cour de justice et disent non, pardon, ce sont des terres, sur toutes ces terres qui ont été confisquées, eh bien, il y a tant et tant de dunams qui appartiennent, qui sont propriétés privées, et la haute cour de justice leur donne raison. Pourquoi elle leur donne raison? Pour la simple raison que le ministre de la Défense, Chaim Weizmann, lui aussi dit qu'on n'a pas besoin de ces terres pour des raisons de sécurité, et que Menachem Félix de Gush Emunim, lui aussi, écrit un tatsir, une déclaration à la haute cour de justice. Il dit non, nous sommes ici pour des raisons religieuses, nationales, historiques, pas de sécurité. La haute cour de justice il dit si c'est comme ça, eh bien, vous devez aussi tenir compte des droits de propriété privée, etc., etc. Allez chercher ailleurs. Allez chercher ailleurs, c'est le Bagatz Roujaib, et Menachem Begin, il dit, eh bien, il faut respecter. Menachem Begin, lui aussi avocat de formation, il dit, bien sûr, on est très respectueux des décisions de la haute cour de justice, et Elon Moreh va s'établir à Ar-Kabir, là où il est aujourd'hui. Mais c'est un précédent et qui, au niveau idéologique, c'est une position qui est plus confortable, mais au niveau juridique, c'est une position qui nous est plus difficile. Maintenant, j'ai vu une question a été posée, est-ce que Alice était pour nous? Je sais, bon, elle était avec lui. Elle était avec lui avec Menachem Begin à Washington. C'est seulement durant son dernier voyage qu'elle n'a pas pu le joindre, et c'est durant ce dernier voyage en 82 qu'il est décédé. Il n'a pas pu se pardonner d'avoir quitté sa femme pour aller aux États-Unis. Est-ce qu'elle était pour ou contre? Je ne sais pas. Je ne sais pas quelle était sa position. C'est une bonne question parce qu'on sait que la vie de l'épouse, il était toujours très important. À ce niveau, même peut-être plus qu'à d'autres, quoi qu'on puisse en penser, etc., pour telle ou telle raison, je ne sais pas. Je ne sais pas si vous savez, si vous avez des sources, je serais heureux de l'entendre. Le fait est que après cela, eh bien, les Mityashvim viennent voir le Rav Tzvi Yehuda. Après l'affaire de Roujaib, il y avait là-bas aussi des soldats qui ont été envoyés pour évacuer les pionniers juifs, et un soldat a été légèrement blessé, et ça a fait un grand tollé, un grand scandale. Ils sont venus voir le Rav Tzvi Yehuda, et le Rav Tzvi Yehuda leur a dit 3 mots. Ha'am lo itanu. Le peuple n'est pas avec nous. Et c'est un changement par rapport à sa position d'il y a un an, d'il y a
pardon, 3 ans, lorsqu'il était encore à la première montée, rappelez-vous, à Sébastien. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, il sentait que le peuple, il était avec nous, et là, le peuple, il était avec Camp David. Le peuple, il était avec la paix, avec l'ennemi numéro 1, l'ennemi juré d'Israël. Le peuple, il était enthousiasmé et pris aux anges après le discours de Sadat à la Knesset, peu importe son contenu. Et le Rav Tzioud a de dire à Am lo itano. Am lo itano, depuis, il n'a plus participé aux actions de Gush Emunim. Ensuite arrive la destruction des villes, des localités du Sinaï. Et naturellement, bon, on va en parler Bezrat Hashem la prochaine fois, mais c'est perçu, et avant cela, même toute cette histoire des accords de Camp David, c'est perçu comme une tragédie, une véritable catastrophe pour Gush Emunim. Et le Rav Aviner décrit en ces mêmes années, et encore très jeune rabbin, mais déjà suffisamment connu, je crois qu'à l'époque il est Rav du kibbutz de la vie, il écrit quelque chose où il cite un article, où il cite un rabbin qu'il nomme pas, où il dit la chose suivante: notre monde s'effondre sur nous. Kol olameinu mitmotet. Ce n'est pas seulement que nous replions de nos terres et de nos localités, ce n'est pas seulement un repli au niveau stratégique, mais notre monde entier s'écroule sur nos têtes. Tout le sionisme, toute l'idée sioniste est en train d'être annihilée. Kol hatzionut omedet lifnei chisul, éliminée. Oui, non, sa femme est morte en 82. Menachem Begin est mort en 92, mais sa femme est morte en 82. Aliza. Et ensuite, et alors, à quoi il fait appel? Il fait appel à l'héroïsme de la patience. Le Rav Aviner appelle à un héroïsme pas seulement de monter, de s'emparer, de passer des nuits et des jours sans électricité, dans le froid, sur les montagnes de Samarie, non. Ce qui est exigé de nous, il dit, c'est l'héroïsme de la patience. Et qu'est-ce qu'on va faire avec cette patience? Eh bien, on va enseigner. On va enseigner, il le dit de manière métaphorique, et pas seulement métaphorique, on va enseigner Oroth, le livre des Lumières du Rav Kook, à la nation. Aleinu le lamed et à Oroth shelanu, les Am Israël. Nous devons enseigner Oroth au peuple d'Israël. Et ensuite, dans le même Am Israël on fached miderech haruka. Et ensuite, dans la même lancée, eh bien, c'est le Rav Eli Sadan, celui qui va ensuite devenir à la tête de la première Mechina Gdan Tzvaït, école préparatoire, qui a fait une révolution au niveau de l'éducation en Israël. Eh bien, lui aussi, il dit, maintenant, la lutte, il n'est pas seulement pour la terre, mais pour s'emparer de la conscience nationale du peuple d'Israël. Voilà. Donc, on voit que la partie que joue Menachem Begin est beaucoup plus difficile à jouer. Pas seulement pour toutes les raisons que nous avons dit et citées, pression internationale, volonté d'accord de paix,
un peu otage de ces accords de paix, etc., etc. Aussi, au niveau juridique, plus de problèmes parce qu'il ne s'appuie pas sur des arguments d'ordre sécuritaire, mais des arguments d'ordre historique, biblique. Mais il y a aussi un problème qui est beaucoup plus grand. C'est que Begin, il est seul face à l'opposition et au monde entier. Le Parti travailliste, il avait à sa droite Menachem Begin. L'opposition de Menachem Begin équilibrait en quelque sorte, contrebalançait en quelque sorte les pressions internationales. Le peuple était uni. Le peuple juif faisait un contre Ford, Kissinger, Carter, Schmarter, etc. Maintenant que c'est Begin qui est au pouvoir, eh bien, c'est une autre paire de manches. Il est seul face à l'opposition de gauche, et pas seulement l'opposition parlementaire, l'opposition de la presse, qui ne porte plus au nu les nouveaux chaloutzim, les pionniers de la nouvelle génération, mamash là. Et il doit faire face aussi à la pression internationale. Il doit faire face à beaucoup de choses. Donc, on voit que l'histoire, elle devient plus compliquée. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est caractéristique du fait que tant que notre, entre guillemets, aventure en Judée-Samarie est perçue comme quelque chose de bon, quelques yishuvim par-ci, quelques autres par-là, on n'a pas encore tellement pris conscience de ce qui se passe, c'est une chose. Mais du moment que ça devient du sérieux, tant au niveau pratique qu'au niveau idéologique, alors là, c'est beaucoup plus difficile. C'est beaucoup plus difficile. Et peut-être, dernière chose, encore une chose qui fait de Menachem Begin un premier ministre tellement juif, c'est que quand il va aux États-Unis, à qui il rend visite? Au président, au congressmen, sénateurs, etc., bien sûr. Mais avant tout, aux communautés juives, naturellement, au AIPAC. Mais avant tout, il vient voir les Gdoilim. Il vient voir les 3 Gdoilim. Il vient voir le Rav Soloveitchik, qui vient de la même ville d'où il vient lui aussi, Brest-Litovsk, c'est un brisker. Il vient voir le Rav Moshe Feinstein et il vient voir le Rabbi Milubavitch. Et le Rabbi Milubavitch de lui dire Kol hakavod, shkoyer. Menachem Begin, après sa première visite, tu as tenu tête à ce Jimmy le Baptiste. Enfin bon, ça c'est moi qui le dis, lui il l'a pas appelé comme ça naturellement. À ce Jimmy Carter. Et Kol hakavod. Pourquoi? Parce que notre sécurité, elle tient sur 4 piliers. Notre puissance, notre capacité à faire usage de cette puissance, l'effroi qu'on inspire à nos ennemis, notre conviction de notre bon droit, tout cela, ce sont les 4 piliers, mais il y a un 5e pilier. Ish milchamot Hachem, que celui qui nous fait la guerre et donne la victoire, c'est Akadosh Baruch Hu. Et Begin, il était d'accord avec lui. Il était d'accord avec lui. Mais c'était pas facile. C'était pas facile. C'était pas facile, donc on voit que enfin bon, on voit beaucoup de choses, j'en ai déjà trop dit. Vos questions, vos remarques, allez. C'est ouvert, les micros sont ouverts, à vous de réagir. Il y a eu des questions, Daniel, vous pouvez ouvrir votre micro, il y a eu des questions, mais je crois que tu as à peu près tout lu. Oui, je crois, oui. Ah, Misraël, d'accord.
Georges? Oui, non, moi, je n'ai pas de question. Ok, on tend vers le micro, c'est pour ça. Non, chers amis? Oui, moi j'ai une question, Johan. Vas-y, vas-y. Oui, Daniel. Non, je voulais dire à Eliezer, est-ce qu'il n'y a pas eu une très grande naïveté de la part de Begin de croire que en donnant l'autonomie, automatiquement, l'autonomie, ça implique presque tout le temps et dans l'histoire de tous les peuples, à l'indépendance. Il leur a accordé quand même l'autonomie. Comment il s'appelle? Le secrétaire d'État américain de Carter, qui s'appelait Cyrus Vance, il craignait beaucoup de la part de Menachem Begin. Il savait que Menachem Begin n'allait pas céder. Menachem Begin n'allait pas céder. Il disait, les sénateurs, il n'allait pas céder à ce sujet. Et donc, pour Menachem Begin, non, ça ne devait pas, en aucun cas, mener à l'indépendance. Mais, et c'est là aussi, c'est lui qui le dit, c'était son bras droit, Yehuda Avner, dans son fameux livre Les premiers ministres. Eh bien, il a dit, oui, tant que je suis au pouvoir, ça ne va pas changer. Est-ce que ça va changer après? C'est plus à moi de décider. Ça, effectivement, Begin l'a admis lorsqu'on sait qu'il a quitté, que son pouvoir était assez bref. Il l'a quitté en 1983, comme Johan l'a dit. Alors, oui, mais lui n'avait aucune intention de céder. Au contraire, on voit qu'effectivement, il y a eu beaucoup de localités, de Yishuvim qui ont été établies partout en Judée, Samarie, Gush Etzion, Judée, Samarie, Binyamin, Gaza, Golan, etc. Beaucoup. Bon, deuxième chose qu'il faut aussi mentionner, c'est que le Likoud avait beaucoup moins d'expérience dans l'œuvre du peuplement de territoire que le Parti travailliste. Ça, il faut le savoir. Le Likoud, il savait pas quoi faire. Au niveau déclaratif, idéologique, ils étaient très forts. Dans les actions, c'était un peu laborieux. Toda Rabba Eliezer, une autre réaction? Question? Shavua Tov. Toda Rabba Eliezer. בסדר, תודה לכם. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée à tous. כל טוב להתראות. On a fait